Le paquet parce que... Voilà, c'est parti pour ce premier ZCL en VIP avec un parrain que nous accueillons avec plaisir. Bonjour, monsieur Méfond. Bonjour, monsieur Andronis. Max Méfond, Harry Méfond, pardon, qui est donc responsable de la culture et des sports au conseil régional, nouvellement arrivé à ce poste depuis quelques mois. Et nous avons tenu avec ce nouveau visage du ZCL de le recevoir avec Marie-France Boujouetna. Bonjour. Bonjour. Et bien sûr, avec lui, nous allons essayer de faire un petit peu le tour de ces nouvelles fonctions, puisque tout le monde connaît déjà Harry Méfond. Harry Méfond, sociologue du sport, il a produit une véritable encyclopédie sur le sport guadeloupéen, un livre de référence qui embrasse un peu près de 50 années de sport en Guadeloupe, et il fallait donc aujourd'hui qu'il soit avec nous. C'est pas la première fois, c'est peut-être pas la dernière, en tout cas avec Marie-France. On va d'abord tracer son portrait. Absolument. Donc Harry Méfond, vous êtes né en 1958 à Aubagne, dans le département des Bouches-du-Rhône. Vos parents sont guadeloupéens, votre mère est institutrice et votre père est militaire de carrière. Il amène donc sa famille à travers le monde, à chacune de ses mutations. Et c'est ainsi qu'à 2 ans, vous débarquez au Tchad et ensuite à Paris. À l'âge de 10 ans, votre père décide de mettre un terme à sa carrière et surtout de rejoindre son île natale. Et là, vous découvrez une famille, une très grande famille même, que vous connaissez en fait très peu. Et c'est un contraste, une vraie révélation pour le petit garçon de 10 ans que vous êtes dans cette vie d'itinérance que vous avez eue jusqu'à présent. Et là, tout d'un coup, vous vous retrouvez avec une brochette de cousins, cousines, oncles, tantes, grands-parents. Et vous dites vous-même d'ailleurs que ce sera un moment important de votre vie et que vous allez là faire naître de vraies amitiés qui sont toujours, bien sûr, d'actualité. Donc vous habitez Saint-Claude, vous êtes lycéen à Gerville-Réache. Et à cette époque, quand on a 15 ans, bien évidemment, le sport fait partie intégrante de sa vie. Mais surtout, ce qu'il y a, c'est que vous faites la rencontre avec votre prof d'EPS, Jean-Martine, qui lui, très vite, décèle chez vous des qualités incroyables au niveau de l'athlétisme. Alors, il vous en parle, il vous suggère d'aller beaucoup plus loin. Alors, au début, vous n'êtes pas peut-être très enthousiaste par rapport à cette idée. Et puis, très vite, vous vous prenez au jeu. Et surtout, très vite, en fait, eh bien, vous augmentez vos performances et vous ne cessez de vous améliorer. Donc, 3 ans plus tard, en fait, pour associer votre passion et vos études, eh bien, vous vous orientez tout naturellement vers la carrière de professeur de sport. Alors, lorsque vous quittez la Guadeloupe, quand même, vous êtes invaincu au sprint. Donc Toulouse, Bordeaux, Paris, et puis vous menez donc de front votre carrière d'athlète et en même temps vos études. Et puis vous décrochez alors le record de France universitaire sur 60 mètres. Mais en même temps, vous enchaînez les blessures et vous dites avec humour qu'à cette époque-là, on prenait un peu moins soin des athlètes qu'aujourd'hui. Une fois votre licence TAP obtenue, eh bien vous rentrez en Guadeloupe pour faire votre service et vous cherchez un travail dans l'enseignement que vous allez trouver, mais sans jamais, bien évidemment, lâcher votre carrière d'athlète. Et en 82, en fait, vous êtes à votre meilleur niveau et vous êtes classé 10e français sur l'épreuve du 100 mètres. Avec les années, effectivement, eh bien, vous devenez aussi entraîneur et en 1985, vous décidez de reprendre le club, le Sirocco aux Abîmes, pour en faire une école d'athlétisme et pour recruter en fait les jeunes talents, et c'est toujours le cas d'ailleurs aujourd'hui. Antoine Chérubin à cette époque-là est votre entraîneur et il devient également le directeur du CREPS en 95 et il vous propose à ce moment-là de vous occuper de son équipe de poulains pour les entraîner. C'est ce que vous allez faire et surtout en 96, vous allez emmener au JO d'Atlanta un sprinter hors pair qui s'appelle Herman Lomba. Mais vous par contre en 95, vous faites une autre option, une option assez originale en fait, et vous décidez de vous reprendre vos études, faire la formation continue. Alors vous passez par Paris 5, vous passez par Nantes et puis par Fouillol. Et vous obtenez un doctorat en sociologie du sport. En fait, monsieur Méfond, vous êtes un prof de sport qui vous posait beaucoup de questions, et notamment une question essentielle, c'est de comprendre pourquoi les Guadeloupéens sont de bons sportifs, au-delà de tous les aspects socialisants maintes fois ressassés. Et donc vous allez écrire une thèse dont le thème est les enjeux des activités physiques et sportives dans la construction d'une culture identitaire guadeloupéenne. Vous publiez également de nombreux ouvrages comme Les corps et la société en Guadeloupe, des articles également comme Le sport et le racisme en Guadeloupe, c'est une commande du ministère des Sports, et d'autres travaux d'anthropologie que vous menez avec le laboratoire
laboratoire de Nantes. Et vous êtes également l'auteur de l'anthologie du sport guadeloupéen à la demande du Conseil régional. C'est également à cette époque en fait, où vous recentrez vos activités et autour de la préparation physique et plus uniquement autour d'athlètes, mais également de tennisman et de basketteurs. Et puis depuis septembre 2017, Henri Meffon, vous êtes directeur des sports et de la culture à la région. Alors c'est un virage à 90 degrés, c'est surtout un nouveau challenge, mais les challenges vous aimez bien, ça vous en avez l'habitude. Et puis surtout, vous êtes un homme extrêmement curieux. Alors vous dites que ça c'est une qualité que votre mère vous a donnée. Également une passion pour l'histoire et vous vouliez d'ailleurs devenir archéologue. Donc sociologue, archéologue, finalement on n'est pas très très loin. Alors votre meilleur souvenir, Henri Meffon, eh bien, vous dites que vous avez connu des moments magiques pendant votre carrière et notamment quand vous avez rencontré de très grands champions. Mais en fait, il y a un moment qui vous a vraiment marqué, peut-être un moment parce qu'il est très, très spirituel, c'est quand vous avez vu le jour se lever en fait sur Iron Rock en Australie. Votre plus mauvais souvenir, alors là, vous mettez en avant le Joker, on ne le saura jamais. La plus grande qualité pour vous, en fait, chez un être humain, c'est le respect de la parole donnée. Le plus grand des défauts, c'est la trahison. Et enfin, si vous aviez un seul objet à emmener dans votre valise pour traverser la planète, eh bien, ce serait tout simplement votre platine et vos vinyles, car vous ne pouvez pas vivre sans musique. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Henri Meffon, merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Mais je suppose que ce portrait vous satisfait. Il n'y a rien à rater. Non, il n'y a rien à rater, sauf que ce n'était pas l'article que j'avais fait, c'est pas sur le sport racisme en Guadeloupe, c'est le sport racisme victime au niveau de l'outre-mer. De l'outre-mer. C'était dans l'outre-mer, sinon c'était avec une grande exactitude. Alors, Henri Meffon, vous êtes directeur des sports et de la culture à la région. Vous savez que depuis quelques années, la région avait une espèce de punchline, la Guadeloupe terre des champions. Est-ce qu'aujourd'hui, la Guadeloupe est toujours terre des champions ? Oui, il faut bien savoir que ce n'est pas, cette punchline c'est une line qui est vraiment très importante, qui définit réellement une identité sportive relativement forte du territoire, sur lequel effectivement il ne faut pas en avoir honte, il faut vraiment la promotionner à telle enseigne que cette punchline, comme vous dites, a été reprise par l'INSEP et c'est elle, bien après la Guadeloupe, qui en fait titre, alors que c'est un slogan qui a été le nôtre. Je suis de ceux qui pensent que la Guadeloupe est encore une terre de champions, elle le sera toujours, puisque la structuration sociologique et historique de la Guadeloupe a construit cette société autour de valeurs qui sont le défi, qui sont vraiment la compétition sociale, ce que l'a engendré la compétition sociale avec les temps historiques et qui a réellement créé des êtres compétitifs. Actuellement, nous sommes à un tournant de ce slogan, certes. Vous voyez encore récemment, avec les récentes victoires des handballeuses au championnat du monde, donc ça atteste cela. Des jeunes Guadeloupéens qui sont actuellement dans les 5 meilleurs nationaux du tennis, qui sont Moutama, Tomias, Enzo Piero et Nina Joachim, ce sont des jeunes qui arrivent. Il y a cette relève qui est déjà là, et je suis de ceux qui pensent que nous avons un puits, j'aime pas dire vivier, je dirais un puits, un creuset, qui est vraiment à fructifier, à bonifier et aussi à structurer. C'est effectivement partie de, je crois que c'est... Alors, je vous ai posé la question pourquoi, avant de passer la parole à Marie-France, parce que il y a un moment, effectivement, il y a eu des médailles d'or, il y a des finales, etc. etc. Je passe sur les détails, puisque vous connaissez aussi bien que moi l'époque des Marie-Josée Pérec, ou même dans l'ancienne de la ministre actuelle des Sports en France. Et depuis quelques années, on a quand même le sentiment que le CREPS fournissait moins de champions. Tout à fait. Alors, c'est la raison pour laquelle je me suis posé cette question. Tout à fait. Le sport guadeloupéen, cependant, est en crise. Par exemple, ce qu'on voit à travers les ensembles de disciplines majeures, que ce soit le football, que ce soit l'athlétisme, nous ne produisions plus, nous ne sommes plus en termes de production actuelle, mais il y a des causes. Et c'est vrai que ça n'empêche que les talents sont là, puisque les talents s'en vont, s'exportent et se retrouvent un peu ailleurs, mais ils sont là. Mais il faut réellement penser, il faut repenser les choses, il faut les revoir, puisqu'il y a beaucoup de choses qui marchaient dans le temps, qui ne marchent plus maintenant. Marie-France. Alors justement, plus concrètement et par rapport à vos nouvelles fonctions, quand vous dites là, nous sommes à un tournant, en fait, il y a des choses plus concrètes à mettre en place pour peut-être retrouver ces champions. Qu'est-ce que vous, à votre poste, qu'est-ce que vous allez mettre en place au niveau du sport ? Tout d'abord, ce n'est pas moi en tant que moi, c'est tout un aspect de tout d'abord bien dire que... Non, mais je parlais du directeur, en fait. Non, c'est pas le directeur, mais le directeur en lui-même n'est rien, puisque le directeur est d'abord au sein d'une équipe et tout d'abord...
une confiance que m'a fait le président Harry Chalus, qui est un sportif relativement émérite, qui fait effectivement de ses projets de société, projets même politiques, le sport comme un vecteur relativement très très fort dans le marquage de sa politique, voire du territoire. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Donc, depuis 5 mois que je suis en fonction, nous avons essayé de mettre en place, tout d'abord, rencontrer les acteurs, comprendre les gens, enfin la structure, ce qui se passe, tant au niveau des services, tant au niveau des acteurs du sport. C'est la raison pour laquelle, depuis du 20 septembre au 22 décembre, toutes les ligues et comités ont été rencontrés, dans lesquels on a discuté, dans lesquels effectivement ont été posés d'abord la nouveauté, la nouvelle volonté de nouvelles relations qu'on veut mettre en place avec le mouvement sportif. Nous avons aussi été dit que nous allons réécrire les contrats d'objectifs pour vraiment redéfinir les relations. Qu'est-ce qui se met en place? Il se met en place aussi tout un ensemble d'actions au niveau de, par exemple, nous venons de voter le budget. Enfin, le budget, vous savez très bien que nous sommes dans une période de tension budgétaire portée par le national, avec des réductions considérables des budgets au niveau des régionaux, donc qui impactent et le sport et la culture. Nous venons de voter un budget le 27 décembre 2007 où le sport effectivement représente en termes de périmètre plus de 5 millions 7, dans lequel effectivement nous essayons de mettre en place maintenant, je dirais, une nouvelle relation avec le monde sportif. Mais est-ce que le problème aujourd'hui du sport guadeloupéen, on parlera tout à l'heure de la culture, le sport guadeloupéen, c'est un problème d'équipement ou d'hommes ou d'infrastructure? Je veux dire, je pose la question, pourquoi? Parce que il y a peut-être 2 ans, une chaîne que vous connaissez, Canal+, a diffusé un reportage sur la Guadeloupe montrant que la plupart des stades étaient en mauvais état, et du fait de ce mauvais état des stades, il y avait de moins en moins de bons footballeurs qui émergeaient, il n'y avait pas d'école de sport, enfin de foot, etc., etc. Le problème de l'équipement en le prix en lui-même ne répond pas à la question directement. C'est certes qu'il faut bien savoir que les équipements sont en état de jachère. Vous voyez que l'ancien plan Caner le stipule, et ce n'est pas non plus les deux ouragans, Irma et Maria, qui ont arrangé la chose. Il faut bien dire aussi, pour recontextualiser un peu les choses, que ça aurait été une question d'équipement. Ce que font par exemple les Jamaïcains, voire les Cubains, n'aurait pas eu de performance. Mais oui. Je crois qu'il y a aussi maintenant des notions de cohérence, de mise en système, et donner effectivement de mettre tout cela en cohérence. Je crois qu'il y a cette notion d'organisation, de structuration de l'État, et savoir aussi de repenser un peu les choses, les phénomènes dans une globalité, pas dans une globalité de l'équipement, prendre la problématique de l'équipement en tant que tel, mais vraiment la repenser à travers tout je dirais un projet, même un projet de société, un projet économique qui est en train de se mettre en place à travers tout d'abord l'état des lieux, parce que c'est vrai qu'avant de faire quelque chose, il faut bien savoir d'où on parle, estimer les choses. Et quand on parle d'équipement, il faut bien savoir aussi de quel équipement qu'on parle, puisqu'il y a des problèmes derrière l'équipement, des problématiques aussi de durabilité de l'équipement, de maintenance, aussi de formation des hommes, puisque ce n'est pas un équipement en tant que tel, n'est pas significatif dans l'ensemble. Il est vrai aussi que la relation que l'État avait avec la Guadeloupe, quand on parle du CREPS, c'était réellement une négligence dans laquelle il n'y a pas eu une vision relativement importante par rapport à tout ce que la Guadeloupe a produit. Donc vous voyez, parler d'équipement en tant que tel ne répond pas à la question globale du sport dans sa complexité. Alors moi, je m'adresse peut-être plus aux sociologues, mais effectivement, donc la Guadeloupe tire de champion, on en fait quand même heureusement toujours. Et dites-moi si justement les Guadeloupéens ont une prédisposition au sport, et notamment je pense au sprint. C'est lié à quoi, puisque vous avez étudié largement la question? Alors oui, faire attention quand on parle de cette forme de prédisposition, souvent il arrive un peu l'aspect un peu biologique, de manière caricaturale, les noirs courent vite, ne savent pas nager. Je pense qu'il y a tout un ensemble de contextes complexes que mes travaux ont montré, notamment dans Corps et Société en Guadeloupe, à travers ma thèse, et aussi que l'anthologie du sport montre bien. Ça montre bien effectivement que les prédispositions ont été des constructions sociologiques dans lesquelles le Guadeloupéen a
évolué au cours de son temps et son histoire dans des contextes très compétitifs, de par la société, de par le fondement même de la société, je dirais inégalitaire, qui était la société esclavagiste, et transformations dans lesquelles effectivement les Guadeloupéens ont eu toujours à conquérir leur liberté, même l'accès aux pratiques. Et c'est vrai que quand on voit ce qui s'est passé à travers les années 60-70 avec les problématiques d'immigration, où le Guadeloupéen a trouvé à travers la pratique un moyen d'ascension sociale, voire de connaissance, et surtout de reconnaissance sociale. Donc c'est un peu dans ce contexte-là qu'on parle de ces prédispositions, puisque il faut bien savoir que les prédispositions aussi ne pouvaient s'exprimer dans un contexte relativement bien précis. Il faut bien savoir que si le premier champion, le premier Guadeloupéen qui a été au jeu, cette date a été de 36, Carlton, personne n'en parle parce qu'il n'était réellement pas connu, il était beaucoup plus connu en Afrique. Il faut bien voir aussi que le sport aussi a changé aussi de sens et de valeur dans la société. C'est-à-dire quelque part, beaucoup plus de personnes s'adonnent au sport. Il faut bien comprendre aussi que quand le Guadeloupéen s'adonne à une discipline, il donne un sens à ce qu'il fait. C'est-à-dire que c'est pas non plus, il faut bien aussi mesurer ça avec, je dirais, les capitaux scolaires, bien voir aussi que beaucoup de sportifs guadeloupéens trouvent dans le sport des moyens d'ascension sociale. Ça a été vraiment, c'est un cas qui est relativement important, c'est-à-dire que le sport reste aussi une sorte de balance par rapport aux inégalités sociales, notamment au niveau des diplômes, des carrières et des fonctions sociales dominantes. Alors, en arrivant donc à la région, quel chantier vous allez mettre en œuvre d'abord? Est-ce le cyclisme, le football, l'athlétisme dont vous êtes un fervent défenseur, j'imagine? Quels sont les chantiers alors à ce moment-là? Je viens tout d'abord avec une manière à m'insérer dans une équipe, c'est-à-dire en essayant de prendre le sport et essayant de le mettre l'insérer dans tous les projets effectivement qui s'insèrent au niveau du projet de l'équipe régionale, c'est-à-dire que le sport ne peut être pris en tant que sport pour lui-même, mais s'intégrer dans une politique générale à travers les retombées économiques, les retombées touristiques, l'attractivité et tout ce qu'on peut faire autour du sport. Maintenant, au niveau de l'organisation du sport, il est intéressant maintenant de savoir, puisque après les réunions qui ont eu lieu avec les ligues et comités, on entend réellement les demandes du monde sportif, en reprenant du monde sportif, qui sont des demandes d'organisation, de structuration, de demande de savoir quels sont les types de dispositifs qu'il y a. Et effectivement, il y a aussi changer aussi cette relation avec le monde sportif qui pense, qui laisse croire que la collectivité est un guichet dans lequel on va comme une sorte de banque, mais bien voir aussi qu'il y a des dispositifs et aussi maintenant changer le mode de relation, comprendre que le sport ne se fait pas non plus que dans des rapports, je viens me prendre, mais réellement dans un projet qui correspond aussi aux visées de la collectivité. Bien dire aussi que le sport s'intègre aussi avec d'autres partenariats, avec aussi des mutualisation de moyens, puisqu'il faut bien savoir que le sport en France est une compétence partagée de par la communauté. Interviennent beaucoup d'autres collectivités comme le conseil départemental, les communes, les EPCI et aussi l'État. C'est trouver de tous ces partenaires et aussi les partenaires privés un ensemble de relations cohérentes, bien savoir un peu mettre de la cohérence. C'est un peu le maître mot, c'est mettre de la cohérence dans ce système. Autre chose aussi, changer aussi les relations que le monde sportif avec les fédérations de tutelle et les fédérations aussi, je dirais caribéennes, comprendre aussi que le sport n'est pas non plus que les fédérations nationales doivent aussi être beaucoup plus regardantes vis-à-vis qui sont relativement, ils ont beaucoup délaissé la Guadeloupe. C'est un peu lorsque nous avons rencontré les diverses fédérations qui sont venues. Je parle de la fédération de football, la fédération de tennis, la fédération d'escrime. Ce discours, la fédération aussi récemment, la fédération de rugby, c'est un peu ce discours qui a été donné, effectivement, changer effectivement la relation et ne pas réellement voir passer du bon temps en Guadeloupe, passer un petit punch, mais s'intéresser réellement à ce qui se fait, comprendre la réalité, comprendre réellement ce qu'est la Guadeloupe, non pas à travers les résultats, je dirais, d'un élément, mais comprendre l'ensemble et aussi mettre de la cohérence. C'est la raison pour laquelle aussi nous avons rencontré le mouvement scolaire, notamment récemment encore les services étaient
ont participé aux assises de l'éducation, ce discours qui a été porté, parce que il faut bien voir aussi que si le secteur scolaire, à travers l'ASU que j'ai connu, l'UNSS que c'est devenu, était le tremplin obligé d'un athlète pour se révéler au niveau sportif, ce n'est plus le cas. Il y a réellement des choses à poser dans la cohérence effectivement des systèmes. 12h57, je vous rappelle que nous recevons aujourd'hui Harry Méfond, directeur des sports et de la culture au conseil régional en compagnie de Marie-France Gougeot. C'est la dernière question avant la pause. Absolument. Alors, je reviens sur ce que vous avez dit, puisqu'en fait, effectivement, vous dites qu'il faudrait peut-être plus d'implication de la part des EPCI, des communes. Jusqu'à présent, est-ce que, effectivement, tous ces équipements sportifs, c'est la collectivité régionale qui les finançait ? Non, je pense que tout d'abord, les propriétaires, la majorité des équipements sportifs sont des propriétés de communes, hein. C'est vraiment des équipements communaux. C'est vrai que la collectivité en a quelques-uns, comme le vélodrome, par exemple, mais la majorité des équipements sont ces équipements communaux ou actuellement, avec la nouvelle organisation, vont dépendre des EPCI. Il faut bien voir aussi que depuis 2016, entre le nouveau contrat de partenariat État-région, le CREPS a été rétrocédé à la collectivité. Ça pose effectivement une autre forme c'est un équipement relativement majeur dans lequel nous portons une attention particulière au niveau de la structuration des équipements. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de le reconstruire, poursuivre un peu la construction, je dirais même la reconstruction, notamment de la piste d'athlétisme, de la piscine et aussi pour les projets relativement forts de la salle d'escrime. C'est aussi à ce niveau-là. Mais la majorité des équipements ne sont pas réellement la propriété régionale, mais surtout à travers les nouveaux projets qui sont en train de se mettre en place. Je parle de l'équipement de gymnase qui vont se faire, l'un à Morne-à-l'Eau, l'un à Marie-Galante. Là, effectivement, il y aura peut-être une autre vision, une autre mise en œuvre de la collectivité. Voilà, il est 13h pratiquement dans le ZCL en VIP. On reçoit, je vous le rappelle, Harry Méfond. On va retrouver tout à l'heure dans la dernière partie de cet entretien pour parler un peu de culture, puisqu'il est responsable des sports, mais aussi de la culture au conseil régional. Ne quittez pas, vous êtes toujours en direct du ZCL, en direct aussi de RHT et de C10FM en compagnie, bien sûr, de Marie-France Gougeot qui est avec nous. À tout à l'heure. Voilà, il est 13h06 dans ce ZCL en VIP. Je vous rappelle que nous recevons le directeur des services de culture et de la région de sport et de la région. Je parlais de notre invité Harry Méfond avec qui nous avons débuté à 12h30. Il nous reste à peu près 10 minutes encore avec Marie-France Gougeot pour savoir un peu davantage sur ses missions. Et on a parlé sport tout à l'heure. On n'a pas encore parlé culture, Marie. Absolument, mais juste avant, je voudrais quand même poser une question assez personnelle à notre invité. Oui, on peut oser. Allez. Oui. Non, mais je vais lui faire fouiller dans ses souvenirs, mais je voudrais savoir, en fait, vous m'avez dit que vous avez eu une belle vie, vous étiez quelqu'un de très positif, mais vous ne pouviez pas vivre sans challenge. C'est ce qui vous rend heureux. Est-ce que vous pouvez me dire au cours de votre vie, quel a été votre plus grand challenge à relever ? Mon plus grand challenge... À moins que ce soit celui aujourd'hui. Mais... Non, mon plus grand challenge a été toujours de repousser. Vous avez vu, j'ai commencé en tant que professeur, je suis parti faire d'abord de l'athlétisme, donc j'ai été d'aller au plus haut niveau de mes possibilités, donc avec le record de France universitaire, ça je ne pensais pas aller aussi loin, donc je me suis arrêté, les blessures m'ont un peu freiné un peu ma carrière, mais mon plus gros challenge a toujours été de me remettre en cause, c'est-à-dire que entre le professorat, l'athlétisme, l'entraîneur, reprendre des études aussi, ce sont des challenges permanents, c'est-à-dire que je suis en challenge permanent, c'est-à-dire que pour moi la vie est un challenge permanent, tant qu'on est debout, on est en challenge avec soi-même, c'est-à-dire que quelque part, et c'est aussi mon grand challenge, c'est aussi de retourner chez moi, dans mon pays, puisque je crois que c'est le challenge de ma vie, puisque quand je suis parti, je me rappelle très très bien, j'étais au stade Félix Éboué et on sentait déjà qu'il y avait, la formation manquait, effectivement, il fallait voir que des hommes retournent au niveau de chez soi. Alors c'est vrai que ça a été un grand challenge, on a pris beaucoup de coups,
puisque je ne suis pas le seul dans cette histoire. On a pris beaucoup de coups, mais c'est le challenge dans lequel, effectivement, travailler pour son pays, puisque c'était à notre époque, quand on partait, on voulait retourner pour travailler dans mon pays. Et je travaille dans mon pays, ça c'est quelque chose de... C'est mon challenge, quoi. C'est vraiment mon challenge majeur. Et vous voyez tout ce que j'ai fait, mes recherches portent sur la Guadeloupe, non pas parce que c'est pas important, mais je pense aussi que la Guadeloupe mérite cela, mérite les hommes qu'elles ont. Nous avons des hommes, une jeunesse, quoi qu'on en dise, qui est merveilleuse, et des hommes qui au cours du temps ont fait, pas seulement que dans le sport, la culture, de la technologie, on a des hommes vraiment exceptionnels. Et ça on ne le dit pas assez, on a des hommes qui sont connus beaucoup plus à l'extérieur, et ça je crois que c'est à nous, je parle à tous les gens, les hommes et les femmes qui reviennent travailler pour leur pays, de mettre ça aussi en avant. C'est ça mon challenge. Justement, en parlant de direction des services de culture de la région et sport, c'est bien la première fois que ces deux entités qu'on pensait peut-être opposées ou pas ou opposables sont réunies sous une même direction. Comment vous avez pris cette fonction et comment vous articulez donc votre travail entre culture et sport à la région? Tout d'abord, pour bien comprendre aussi l'organisation des services, les services sont organisés avec mon adjointe, Madame Gonfier, qui est ma directrice adjointe, qui est beaucoup plus, je dirais, dans le secteur culturel, puisque si je chapeaute, mais c'est elle réellement qui a, donc c'est réellement, il y a un aspect relativement, je dirais, bipolaire en termes d'organisation des services, et elle fait un travail magnifique avec aussi tous les services culturels, des arts plastiques, du patrimoine, de l'édition, du cinéma. C'est aussi pour bien aussi maintenant expliquer aussi maintenant cette organisation qui a été proposée est une organisation aussi assez pertinente dans ce que j'appelle la Guadeloupe, puisque quand on voit l'expression je dirais du monde culturel en Guadeloupe, quand vous voyez l'intitulé des associations, elles sont souvent intitulées associations sportives et culturelles. C'est-à-dire que le Guadeloupéen, quand il pensait à la culture, il pensait réellement aussi au corps. Oui. Et pour rappel aussi, pour des gens qui l'oublient aussi, Saint-Jean-de-Perse, à l'époque, il faisait partie d'une époque je dirais, d'hommes, de poètes, d'écrivains assez dépravés. Il a toujours lié son activité avec la marche. Vous voyez un petit peu la marche, le bateau. Vous voyez un petit peu, c'est aussi donc vraiment des choses relativement, je dirais, des entités relativement fortes, une identité relativement forte du monde culturel et sportif. C'est-à-dire que cette dichotomie n'est pas relativement forte. Et je terminerai aussi par ma réflexion aussi intellectuelle, où j'ai fait une thèse de sociologie, on dit toujours sociologie de sport, et mon laboratoire de Nantes, c'est le laboratoire de la sociologie, de la sociologie et de la culture. C'est-à-dire quelque part, ce n'est pas réellement, il n'y a pas vraiment de distinguo, et selon nous, de par nos conceptions, le sport n'est rien qu'une déclinaison de la culture. Voilà, c'est la culture corporelle, c'est un peu cette notion. Et voilà un peu l'architecture qui a été faite et dans laquelle nous essayons de faire au mieux, d'autant plus que les problématiques culturelles et les problématiques sportives touchent à de l'humain. Tout à fait. Marie-France. Oui, absolument. Beaucoup de choses touchent à l'humain. Dites-moi, mais quels sont vos projets en matière culturelle, justement? Alors, les projets culturels, tout d'abord, au niveau de les projets culturels se tournent autour tout à fait des notions qui se rappellent à construire la mémoire. C'est la construction de la mémoire, avec des aides aux créations artistiques, tout ce qui va aussi de l'ordre de l'audiovisuel. Il faut bien savoir aussi qu'avec des conventions qui sont savoir effectivement que sur le plan cinématographique et visuel, la Guadeloupe a réellement une très grande notoriété à travers les séries qui se font, notamment Stéphane Parabias, qui attire beaucoup de touristes, qui remplit dans l'espace aussi cinématographique une place assez importante. C'est aussi l'aide aux créateurs, aux artistes. C'est aussi la mise en place du pôle régional d'art et des spectacles, le fameux PRAS. Et c'est aussi l'une des choses majeures, c'est aussi au niveau du MAC, peut-être le transformer en EPCC, c'est-à-dire un établissement public de coopération culturelle. Ce sont un peu ces grandes actions qui sont faites avec un budget de 6,8 millions d'euros qui ont été votés et qui effectivement aident aussi à la promotion des artistes à travers des résidences d'artistes, mais surtout au niveau des services, c'est aussi donner aussi de la cohérence
offrir au niveau des porteurs de projets leur traitement de leur dossier, savoir où sont les dispositifs. Et la même chose qui se fait au niveau du sport se fait au niveau de la mise en place en commun des acteurs culturels, donc l'écoute des acteurs culturels, là aussi la multiplication des moyens au niveau de la DAC, la Direction des affaires culturelles, retrouver effectivement ces dispositifs au niveau de la culture, informer, puisqu'il y a aussi cette notion, et aussi donner de la cohérence effectivement au schéma culturel en Guadeloupe. Et le maître mot, que ce soit au niveau du sport, le maître mot que nous avons, c'est la cohérence, la transversalité. Et par exemple, on n'a pas tellement parlé de ça, c'est maintenant par exemple le projet Route du Rhum, qui est un projet vraiment transversal. On va y arriver, puisque justement, j'allais vous interroger sur la valeur économique du sport. Alors vous savez qu'il y a un office guadeloupéen du carnaval qui essaie de mesurer l'impact du carnaval du point de vue économique. Je suis quand même étonné, je pose la question, qu'en Guadeloupe, il n'y ait aucun observatoire capable de mesurer l'impact du sport dans la société guadeloupéenne, du point de vue économique, bien sûr. Alors c'est vrai que hier, nos services étaient aux assises de l'éducation nationale, nous étions en table ronde, et ça a été parmi les actes forts qui ont été proposés, un observatoire des pratiques culturelles et sportives, puisque c'est dans les bacs. Et dans les projets aussi que nous avons des services, c'est aussi maintenant aussi produire des données des Guadeloupéennes. Donc je pense que c'est dans les bacs, mais le problème maintenant c'est de le transformer, de voir comment on peut le faire. Je sais que l'université se positionne aussi là-dessus, mais ce n'est pas seulement qu'avec le service. Je pense que là nous sommes là pour impulser ces actions, mais sachez effectivement que ça fait partie de nos préoccupations. Alors c'est vrai qu'au niveau de l'impact on ne le mesure pas, mais là nous sommes... On prend le Tour de la Guadeloupe par exemple qui déplace des foules pendant près d'une semaine. Est-ce que ça génère un flux économique ou pas? Est-ce que c'est juste une manifestation, comme on dit, un coup et puis c'est tout? Ou bien est-ce que ça a un impact économique? Mais là il faut économique? mettre en place des dispositifs d'observation. Oui. Je vais pas vous dire en tant que là, de but en blanc, qu'est-ce que ça fait? On voit effectivement, il faut aussi comprendre, c'est un peu cette démarche maintenant, comprendre les choses, pas non plus toujours fonctionner avec les mêmes erreurs du passé. Je crois que l'événement La Route du Rhum, qui est un événement majeur, qui va marquer la Guadeloupe cette année, à travers le nautisme, mais aussi à travers tous les projets, je dirais, transversaux de tout l'ensemble des services, et dans cette notion d'impact économique, puisque ce ne sera pas seulement que l'aspect purement sportif, il y aura du sportif, du culturel, mais surtout des services de l'économie, puisque tous les services sont mobilisés, notamment dans cette recherche de calcul d'impact économique et de retombées, et surtout, vous entendrez souvent le président parler de l'attractivité du territoire. C'est un peu ces notions qu'on va essayer de voir. Ce seront aussi à travers ces grands événements, des événements majeurs, mais qui ne sont pas réellement, qui sont moins intégrés dans les dispositifs transversaux dans lesquels on pourra maintenant faire des instruments de mesure. Je sais que les organisateurs ont déjà des indices de mesure sur cet événement qu'ils vont me transmettre, mais qu'ils ont déjà. Donc maintenant, les 40 ans seront peut-être l'objet maintenant de mettre en place, de mesurer ce qui va se faire, puisque l'événement qui va partir le 4 novembre sera le moyen, puisque nous sommes en configuration Route du Rhum. Vous allez beaucoup entendre parler de cet événement tout au long de l'année. Je pense que c'est l'événement majeur de la Guadeloupe, à travers l'une des plus grandes courses au large qui se fait au niveau international. Donc nous l'organisons et nous sommes réellement, c'est Route du Rhum, destination Guadeloupe, et nous organisons tous les services dans cette activité. Marie-France, peut-être l'avant-dernière question avant la dernière, puisqu'il est pratiquement 13h16. On fait une courte question, et puis moi aussi une courte question, et puis on va libérer monsieur Méfond. Tout à fait. Alors, j'allais vous demander de manière plus générale, puisque vous avez rappelé qu'effectivement c'est bien de la sociologie et pas uniquement de la sociologie du sport. Moi, je voudrais savoir, en tant que sociologue, quel regard vous portez sur notre société, mais pas limité au sport, à la culture, de manière plus générale. Nous avons une société en pleine mutation. Sociologiquement, elle est en pleine mutation. Nous avons, pas sans savoir maintenant tout ce qui se pèse sur la société guadeloupéenne, les problématiques de vieillissement, les problématiques de départ de nos élites, les problématiques aussi qu'on appelle du vivre ensemble. J'aime pas trop cette notion du vivre ensemble, mais vraiment de faire ensemble les différentes, et aussi tout ce qui se touche aussi au niveau des inégalités qui parcourent la société guadeloupéenne à travers le chômage, l'accès à l'éducation, la réussite scolaire, la réussite qui dépend de la réussite sociale,
et sportive. Je crois que la société guadeloupéenne est en pleine mutation, elle se recherche. Il y a énormément de souffrances, je dirais, individuelles qui sont au niveau, je ne suis pas psychologue, mais qui sont dans les têtes, mais qui sont conditionnées par les conditions sociales, et aussi maintenant les perspectives qui sont mises en place au niveau de la société guadeloupéenne. C'est-à-dire que très souvent maintenant, nos meilleurs s'en vont, ils ne veulent plus retourner puisque par exemple le cheminement que beaucoup d'entre nous, je parle beaucoup d'entre nous ont fait pour revenir, ils ne veulent plus le faire parce qu'ils ne veulent plus se battre. C'est quelque chose quand même que le Guadeloupéen a peur, et c'est un peu cette peur sur lequel on peut s'inquiéter par quel type de processus une société qui s'est construite dans la compétition sociale, dans la souffrance, dans la douleur, maintenant ont peur de se battre parce qu'ils ont peur. Et c'est autour de cette peur sur laquelle je m'interroge, et aussi avec la montée des inégalités, c'est ces grandes inquiétudes que j'ai. Ce sera la dernière question très, très courte. Est-ce que vous croyez aujourd'hui, au vu de notre société guadeloupéenne, du point de vue sport et du point de vue de l'économie, une professionnalisation possible ? On ne peut pas faire l'impasse de la professionnalisation. Puisque ce qui aussi nous est dit souvent, c'est que, vous voyez, quand vous parlez du slogan « La Guadeloupe, terre du champion », on vous parle de ça. Mais vous savez, effectivement, un champion est produit de la richesse. Bien sûr. Et la richesse, effectivement, ce n'est pas nous qui la manageons. Et le management de la richesse, que ce soit, passe par la professionnalisation. Par les professionnalisations, ce n'est pas seulement la professionnalisation de l'individu qui est sur le terrain, mais les différents types de corps de métier, et souvent aussi actuellement avec des choses qui sont en train de se voir, les nouveaux métiers qui vont arriver avec dans le sport de manière générale, dans lequel le Guadeloupéen doit prendre toute sa place. Bien voilà, avant de terminer, comme d'habitude, on va faire un petit round-up avec Marie-France qui va rappeler un petit peu l'essentiel de ce qui a été dit avec Ariméfon. Absolument, donc Ariméfon nous rappelle que la Guadeloupe est toujours une terre de champions, ça n'en doutons pas, même si le sport en Guadeloupe est en crise dans les disciplines majeures. Donc Ariméfon qui est arrivé à la région service des sports et de la culture il y a quelques mois. Donc vous avez commencé déjà par rencontrer tous les acteurs du monde sportif, vous avez redéfini peut-être les relations, vous dites qu'il faut changer les esprits et mettre plus de cohérence dans ce système. Et vous expliquez aussi qu'il faudrait que les fédérations nationales peut-être soient un peu plus présentes localement. Vous allez disposer pour tous ces projets d'un budget de 5,7 millions d'euros. Quant au sport en lui-même, vous dites que le sport a toujours été une revendication forte et un moyen de reconnaissance, d'ascension sociale. Vous êtes également à la tête d'un service qui est sport et culture, mais vous rappelez fort légitimement que le sport, c'est en fait un pan de la culture, juste une déclinaison de la culture, donc tout ça est très logique. Vous allez effectivement chercher à offrir encore plus le moyen pour les porteurs de projets d'aboutir effectivement à la réalisation de ce qu'ils souhaitent, de mutualiser les moyens, et là encore le maître mot reste cohérent. Vous avez pour la culture un budget de 6,8 millions d'euros. Voilà, je crois que tout a été dit pour notre premier invité de ce VIP qui sera le parrain. On va s'en souvenir. En tout cas, merci Ariméfon d'avoir répondu spontanément, je le dis, à notre invitation et d'avoir répondu sans langue de bois. En tout cas, merci à tous ceux qui ont regardé cette émission et qu'on retrouvera sur le ZCL.tv si vous avez raté le début. Mais le ZCL n'est pas terminé puisqu'on va recevoir dans un instant Claude Cuavé. Avec lui, on va parler d'autres choses, surtout de culture, de street art. C'est tout de suite, mais d'abord, une page de pub. Voilà, il est 13h29 dans le ZCL en VIP et c'est la dernière partie. On va recevoir tout à l'heure Claude Cuavé, on ne le présente plus. On va parler du Guadeloupe Urban Style cet après-midi. Mais avant, on rappelle les titres avec Keïssa. Oui, tout à fait, Danick. Et nous avons ouvert le journal d'aujourd'hui à 8000 km d'ici, où l'ancienne ministre des Outre-mer et députée de la Réunion, Erika Barrix, a été sans doute la nouvelle voix au sein du PS pour les Outre-mer. Et puis nous avons poursuivi l'actualité avec une nouvelle conférence qui a lieu au centre Réminé Souta, mais cette fois autour du thème « Comment bien manger quand on est senior ?» De quoi vous intéresser. Et nous avons terminé le journal d'aujourd'hui avec Michael Polocoste, président de l'association Contre la misère. Il est à l'origine de plusieurs actes de charité
solidarité envers plusieurs SDF, des initiatives qui n'ont pas manqué de faire le buzz sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Merci Kessa, je l'ai dit, on va recevoir Claude Cuavé, mais aussi une danseuse Elésie. Bonjour. Bonjour. Bonjour Claude. Et Claude toujours d'actac quand il s'agit de hip-hop, de culture d'une manière générale. Alors c'est quoi le programme? Première question avec Kessa. Bonjour Claude, alors Bonjour, pour rappel, le 3 est donc demain. Demain, samedi, à partir de 15h, a lieu le Guadeloupe Urban Festival. Style. Pardon. D'accord, ça aura lieu au Memorial Act. Alors c'est un événement qui est à l'initiative de qui? Alors cet événement est à l'initiative de Hip Hop Session, le grand festival de hip hop qui a lieu depuis 2005 en Guadeloupe. Il y a 8 éditions. Et en fait, comme on n'a pas pu faire le grand festival cette année, on fait un événement intermédiaire, un petit événement qui fait un petit, pas petit, parce que en fait ça touche la Guadeloupe, donc c'est pas petit forcément. Oui. C'est réservé à la Guadeloupe, c'est pas un festival, parce que c'est un festival international des cultures urbaines d'habitude, et là ça sera un festival local, enfin un événement local on va dire. Vous en êtes aujourd'hui à la 2e édition? Oui, parce que la première partie avait eu lieu dans le festival même. En fait c'est une rencontre qu'on avait fait dans le festival entre le rap créole, enfin des rappeurs qui rappent en créole, et des danseurs. Et là on a refait le même système, c'est-à-dire qu'il y aura des rappeurs et il y aura des danseurs. Et on a ajouté aussi une dimension graffiti, puisqu'il y aura 3 graffeurs qui vont peindre en live, et un 4e qui fait partie d'un autre collectif d'art plastique qui s'associe à nous, et qui fait venir un artiste dominicain qui s'appelle Blackbird, qui est très talentueux, et qui fera lui du live painting, comme on dit. Mais c'est proche du graphe. Oui. Donc il y aura des arts plastiques, il y aura de la danse, il y aura de la musique, il y aura des DJ, enfin c'est la fête. L'entrée est gratuite. Et l'entrée est gratuite. Alors vous êtes venu, Claude, avec Lazy. Bonjour. Oui, bonjour. Quel va être votre rôle dans l'affaire? Alors moi je suis professeure de danse, danseuse et mentor pour les jeunes. J'ai monté par ma propre initiative un groupe de danseurs qui s'appelle Guad Empire, donc en anglais l'Empire de la Guadeloupe, qui réunit en fait notamment des très bons éléments passionnés et déterminés en fait, qui pour moi représentent bien la jeunesse guadeloupéenne. L'idée en fait c'est de les mentoriser dans une voie professionnelle pour qu'ils fassent de leur passion leur métier dans un futur proche et qu'ils puissent se démarquer à l'échelle caribéenne également pour représenter la Guadeloupe. Ce sera notre premier spectacle à Urban Styles 2. Oui. Donc on ouvre le battle. Donc c'est ça notre rôle. On va faire une performance pour ouvrir la compétition freestyle. Alors Claude, alors effectivement il y avait le hip-hop session, bon Guadeloupe Urban Style c'est un petit peu plus court, mais comment se porte ce monde du hip-hop, de l'urban style en Guadeloupe, du street art, etc. C'est une très bonne question parce qu'effectivement c'est un peu pour ça qu'on est là. C'est justement pour montrer qu'il y a une certaine vitalité. C'est pas toujours simple parce que comme on le sait, la plupart de nos talents, nos jeunes, ils partent en France. Oui. Et donc on les voit, dès qu'ils commencent à être un peu aguerris, ils s'en vont. Oui. Et donc c'est un perpétuel renouvellement, donc on perd les meilleurs éléments. Mais il y a quand même tout un monde. Il y en a jusqu'en Angleterre, d'après ce que j'ai vu. Oui, il y en a partout. Il y a des Guadeloupéens qui cartonnent même aux États-Unis, à Montréal. Il y a beaucoup qui sont... En Australie aussi? Oui, moi-même, j'ai été titrée double championne nationale de danse en Australie. D'accord. Elle est de Sainte-Anne, donc ça veut dire qu'il y a vraiment des gens qui bougent. Oui. Et donc il y a un perpétuel renouvellement. Et là, ce qui est intéressant, c'est que dans les cours de danse, il y a beaucoup de jeunes, des jeunes de 8 à 15, 16 ans, même beaucoup plus jeunes encore, des tout petits qui s'inscrivent. Donc ça prouve qu'il y a quand même une vraie, que ça marche, oui. Que ça apprend les jeunes. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a quand même une couleur créole qui est très forte, d'autant plus affirmée. Par exemple, quand on parle de rap en Guadeloupe, tous les jeunes rappent en créole et chacun y raconte des histoires, leur histoire. Donc au départ c'est importé, on va dire, mais ils s'approprient cette culture pour en faire quelque chose à eux. Et quelquefois même, il y a même un petit peu de son de tambour dedans. Exactement. La dernière battle que j'ai assisté, c'était à Gosier. Il y avait carrément un battle avec du gros cas. Ouais. Et le battle avait lieu pendant le gros cas. Et c'était donc un mélange. Ouais. C'était assez super parce que moi, j'ai trouvé ça génial. entre la danse hip-hop et le gros cas. Et c'était vraiment super nouveau, quoi. Ouais. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a une appropriation. Et on reste vraiment dans la culture guadeloupéenne, malgré tout. Alors, et au niveau de la danse, comment ça s'exprime? Ça s'exprime très bien. Disons que la nouvelle génération aussi aide à remettre les choses en place parce qu'ils sont très motivés, les nouveaux. Donc on a des anciens qui mentorisent au niveau des danses old school, principalement pour leur donner les bases de la culture et de la danse. Mais avec tous les nouveaux styles qui sont en vogue en ce moment, avec le dancehall, l'afro, Experience K, qui était justement une nouveauté du battle alternative hip-hop, qui consistait en fait à mélanger tous les styles sur du goka.
Donc il y avait des tambouillés sur place et on devait adapter notre style. Moi j'étais juge. Donc les jeunes devaient en fait s'essayer sur les goka avec leur style, même s'ils étaient b-boy ou popper ou qu'ils fassent du dancehall ou du afro. En fait ils devaient s'adapter à la culture en place. Donc c'était vraiment une très belle expérience comme il a dit. Et il y a de plus en plus d'initiatives en fait qui vont dans ce sens-là au niveau régional en tout cas. Donc c'est en plein développement. Alors Lézy, vous êtes prof de danse, vous savez, il y a eu une vogue, une vague de Zumba depuis quelques années. Est-ce que ça a étouffé tout le reste ou alors est-ce que la culture guadeloupéenne a résisté au Zumba? Encore que ça vienne du zouk. Alors le Zumba, c'est un phénomène mondial si vous voulez. Donc tout le monde est touché par le phénomène Zumba qui est très très apprécié. Mais non, en fait, les autres secteurs ne sont pas touchés. Il y a en effet beaucoup de choses à développer car il y a beaucoup plus de profs de danse académiques en fait en Guadeloupe plutôt que des profs de danse urbains. Donc c'est ça que j'essaie de remettre en place notamment prochainement sur les communes de Sainte-Anne et Saint-François dans un premier temps à travers un stage de danse qui aura lieu du 20 au 23 février à la salle du Helleu qui s'appelle Dance Deeper et où il y aura de l'afro dancehall, du girly hip-hop, de la danse à talons, plein de choses, plein de hip-hop aussi. Donc c'est ça. Donc oui, il y a beaucoup de choses à faire en Guadeloupe, mais non, les autres ne sont pas touchés en fait. Chacun a son secteur et chacun a sa clientèle. Puis vous savez, il y a une entraide quand même dans la scène. Donc on essaie de s'envoyer aussi les gens pour découvrir. Alors Claude Clavier, je reviens vers vous. Effectivement, bon, on voit un peu ce qui se passe au niveau du street art, mais quand on voit les murs de la Guadeloupe aujourd'hui, il y a de plus en plus de graphes et de moins en moins de graffiti. Oui, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire exactement, c'est une belle évolution. Et je tiens à dire, il y a effectivement beaucoup de graffeurs en Guadeloupe et vraiment très talentueux. Et en plus de ça, les institutions commencent à les reconnaître puisqu'on commence à avoir des graphes qui sont commandés par notamment la ville de Pointe-à-Pitre ou d'autres villes. Par exemple, près de la région, près du quai des Croisières, là, il y a des graphes magnifiques. Et là, il y a même un festival de graphes, je crois. Oui, il y a un festival qui a lieu. Enfin, nous, en tout cas, on a toujours accompagné le graphe parce que pour nous, enfin, hip-hop session, la culture, nous on défend les valeurs de la culture hip-hop qui sont des valeurs positives, qui permettent à des jeunes en difficulté d'avoir un débouché artistique et en fait qui reposent sur des valeurs de solidarité, de partage, de dépassement de soi. Et c'est tout le contraire de ce qu'il arrive dans les quartiers en difficulté où on a plutôt tendance à faire ses petites affaires dans son coin et à faire des conneries. Donc c'est un petit peu une alternative à ça. C'est pour ça que moi je me suis impliqué dans cette culture depuis le début. Et en fait on s'intéresse à tous les arts, c'est-à-dire que aussi bien la danse que le graphe. Et à chaque fois c'est notre marque de fabrique. Dès qu'on fait quelque chose, il y a de la danse, il y a du graphe, il y a du rap. Il y a des DJ, enfin les 4 composantes de cette culture. Parce qu'on pense que tout est complémentaire, c'est le street art. Et c'est les jeunes qui s'expriment dans la rue et qui mettent leur créativité au service de leur art. Claude, vous êtes toujours au PDS Oui, je suis au PDS. Alors, j'entends dire de plus en plus qu'il y a plus de culture que de sport au PDS. Est-ce vrai? Disons que le problème, là on est hors sujet, le problème du PDS c'est qu'il faut assurer une certaine rentabilité parce qu'il y a une grosse machine, il y a des qui coûte cher, il faut le dire, et donc les clubs sportifs ne rapportent rien, donc il est clair qu'il faut trouver un équilibre entre l'activité sportive d'un palais des sports, on est bien d'accord, bien sûr, et en même temps dès qu'il y a des activités accessoires genre de l'événementiel ou de la culture ou des concerts, et ben ça veut dire que c'est devenu le lieu. Voilà, donc c'est plutôt le Centre des Arts a été le lieu il y a quelques années. Voilà, alors moi j'ai toutes les raisons de le déplorer, le Centre des Arts nous manque cruellement. Mais il revient. Ouais, je sais, je l'ai visité la semaine dernière. Ah, vous l'avez visité? Ouais, ça faisait 10 ans, longtemps que je ne suis pas allé. Le diagnostic c'est quoi? 1 an ou 2 ans? On m'a dit qu'on était des travaux. Je dirais fin 2019. Fin 2019? Ouais, mais pas avant, ça m'étonnerait. Ça fait 10 ans déjà? Ça fera 10 ans. L'anniversaire, ça sera le 10e anniversaire. D'ailleurs, j'ai fait un petit post sur Facebook ironique en disant on va pouvoir fêter le 10e anniversaire de la fermeture. Et c'est clair que je préfère fêter l'ouverture. On est bien d'accord, mais ils vont ouvrir là. Enfin, en tout cas, le chantier est en pleine, ils travaillent. Et il y a eu beaucoup de difficultés, mais j'espère vraiment, je prie pour que ça ouvre, parce qu'en fait, c'est une salle irremplaçable. Parce que le Palais des Sports, justement, avec les problèmes qu'il a, il ne peut pas complètement remplacer, et il est complémentaire sur les plus grosses manifestations. Le président de la région disait avant-hier dans un cocktail de presse qu'il fallait à la Guadeloupe une vraie salle de spectacle. Alors est-ce que le Centre des Arts qui arrive, le nouveau Centre des Arts sera cette salle, ou bien est-ce qu'il faudra une deuxième salle?
Il y a déjà le Palais des Sports, donc il y aura 2 salles. Il y aura toujours il y aura le Centre des Arts et le Palais des Sports, mais le Palais des Sports étant complémentaire pour les plus gros, il y a la petite salle du Mémorial aussi. Et la petite salle du Mémorial qui travaille beaucoup d'ailleurs, qui fait beaucoup de choses. Et, mais la salle du Centre des Arts sera magnifique, hein, climatisée, des sièges confortables. 1200. 1200 toujours la même capacité. Un petit peu plus, c'était 1100, on est passé à 1200. Alors revenons au Guadeloupe Urban Style. Alors le programme pour demain, pour les gens qui prennent en cours. Alors donc il y a 4 artistes. Il y a c'est à partir de 15h. C'est à partir de 15h. Donc après on commence avec One Empire, avec Lazy et ses danseurs. Ensuite on va enchaîner, il y a un rappeur que j'aime beaucoup, slammer, qui s'appelle Eben Kella, qui est du Moule, qui a vraiment beaucoup de talent, donc on lui donne la parole, donc il va rapper et slammer. Ensuite il y aura donc des battles, il y aura un battle pour les petits, jusqu'à 16 ans, et après il y aura un battle pour les plus grands. Donc il y a carrément un battle pour les petits parce qu'ils sont nombreux à venir dans ce genre d'initiative. Ensuite il y aura Williams Café, qui est un rappeur aussi qui est bien connu en Guadeloupe, qui est très bon. Et ensuite, il y aura un deuxième slammer que tout le monde connaît qui s'appelle Eros. Oui, que j'ai invité parce qu'il a beaucoup de choses à dire, ce garçon. Incontournable, il est incontournable. Voilà, et je suis très content qu'il vienne, il a accepté. Et à la fin, il y aura un 4e groupe que j'aime beaucoup, c'est 142 décibels. Ce sont des jeunes rappeurs de Grand Camp qui se battent avec peu de moyens, mais qui font vraiment un travail remarquable. Et quand on regarde leurs clips, franchement, ils ont des messages. Et ils se battent vraiment pour bouger les jeunes. Donc il y aura ces 4 artistes-là donc qui seront dans l'après-midi. Il y aura 3 graffeurs, donc je ne me rappelle plus trop les noms. Et il y aura donc ce fameux Blackbird, donc il y aura 4 plasticiens en même temps qui s'exprimeront. Tout ça en même temps dans l'après-midi et ça alternera danse, rap. Et avec les arts plastiques qui seront tout présents. Juste une dernière question, Lazy, pourquoi Guada Empire? Guada Empire? Oui, Empire, l'Empire de la Guadeloupe. Oui, l'Empire de la Guadeloupe. On n'y est pas encore. Attention, on arrive. On est en train de monter un empire, parce que c'est une vérité, parce que un empire, c'est composé de plusieurs éléments, de plusieurs générations. On a des danseurs de 11 ans à 32 ans. Ah, quand même, oui. Donc voilà, tous aussi talentueux les uns que les autres, et tous avec des spécialités différentes. Donc en fait le but c'est de les rendre vraiment polyvalents et qui touchent à tout, mais que vraiment ils se démarquent en fait en Guadeloupe en tant que danseurs, mais également à l'international. Donc on veut vraiment représenter la Guadeloupe et je pense que c'est une façon positive d'amener ces jeunes-là. Par la royauté parce que c'est vous l'impératrice. Tout à fait, l'impératrice, la reine Lazy, de Queen. La reine, d'accord. Personnellement je voulais donner un nom qui redorait en fait l'image des jeunes, parce que quand je vais en France, beaucoup de choses m'énervent quand j'entends parler de la Guadeloupe. On entend toujours parler des jeunes négativement, alors qu'il y a beaucoup de jeunes qui font des choses positives. Mais quand vous prenez le France entier, on voit beaucoup de faits divers, mais on ne voit pas les jeunes qui se bougent pour la Guadeloupe sur la première page. Qui font avancer le pays. Donc moi c'est mon boulot en fait de les mettre en avant et de dire regardez, la Guadeloupe c'est aussi ça, c'est une terre de champions également, c'est une terre très talentueuse et en fait on dit quand ça nous arrange en fait que la Guadeloupe est talentueuse et moi j'ai envie de le dire tout le temps parce que c'est la vérité. Merci pour l'explication. En tout cas, on donne rendez-vous à tout le monde demain après-midi à partir de 15h. C'est Free. C'est entrée libre, voilà, c'est en face de la mer. Disons alors, est-ce que, je posais quand même la question à Claude, c'est la dernière, Guadeloupe Urban Style va continuer ou bien Hip Hop Session va revenir? L'idée c'est de faire Hip Hop Session fin juillet. On essaie de se battre pour ça. Mais le problème de Hip Hop Session c'est que c'est un gros festival. Il y a 12 pays de la Caraïbe, ça fait ça le caribéen. Donc c'est beaucoup de moyens. Et actuellement on est à la recherche de ces moyens. Donc là, on en reparlera quand on aura eu les moyens, mais en tout cas, c'est de vous revoir. Et j'espère revenir pour en parler. Pour en parler largement. Avec plaisir, en tout cas, merci à tout le monde. Il est 13h42 aujourd'hui. Le ZCL est terminé. On se retrouve lundi pour une nouvelle série de sessions. Du lundi au vendredi, c'est de 12h30 à 14h. Réalisation aujourd'hui, c'était Nathan. Merci, salut.